Tout au long de l'été, on se rafraîchit la mémoire en croisant les points de vue des invités de cette passionnante première année de Trench Tech. Aujourd'hui, on chill au coin du feu en parlant de notre identité à l'ère du numérique. Trench Tech, esprit critique pour synthétique. Tu peux m'en passer un verre de rosé s'il te plaît Thibaut? Non mais hey, Mick, tu veux pas lâcher ton téléphone? On est au coin du feu. J'adore chiller en étant hypnotisé par les flammes et en même temps en étant sur Facebook. Tu t'envoies des données comme ça, c'est trop bien, tu partages tout. Mick, sors de ta mine. Quoi? De ma quoi? Mais si, sors de ta mine. Il y a le feu qui lui a tapé sur la tête. Non, c'est l'épisode de Louis de Diesbach, vous savez, l'auteur de Liker sa servitude, où il nous disait que nous étions des mines à ciel ouvert. Ah oui, c'est vrai. Alors d'abord je voudrais juste reprendre quelque chose parce que on dit souvent si c'est gratuit c'est toi le produit. Moi il y a une phrase que j'aime bien, c'est qu'en fait pour moi nous ne sommes pas le produit non plus. Pour moi le produit c'est les data. Et donc en fait on est plutôt une source de matière première plutôt que nous on est le produit. Et Bruno Patino, que je cite dans mon livre. Donc, Bruno Patino, on le rappelle, qui est le patron d'Arte, qui est ancien journaliste et qui a écrit notamment la mémoire La civilisation du poisson rouge. Dont est extrait justement la citation où il dit que nous sommes, je cite, des mines à ciel ouvert que forent les outils numériques à chaque fois que nous les utilisons. Fin de citation. Et alors, d'une part, il parle de forêt, ce qui est vraiment génial parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de data mining, donc c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, nous sommes des mines à ciel ouvert. On n'est même pas le produit. C'est genre dans la chaîne alimentaire des trucs, t'es même pas le produit, t'es en dessous du produit. Donc t'es vraiment que dalle, quoi. Donc déjà, pour moi, c'est un peu une première question. Tu vois, t'es même pas le produit. C'est moi qui c'est bon, je vais lâcher LinkedIn, je vais lâcher Facebook, je lâche tout ça. Et en plus, il y en a un autre qui nous avait fait mal aussi. C'était, vous vous rappelez, Serge Tisseron, le psychanalyste du cyber. Alors lui, carrément. Donc lui, il nous avait dit que notre vie n'était plus qu'un algorithme à force. Alors le diagnostic, évidemment, il commence forcément par le pouvoir des algorithmes. On parle beaucoup du pouvoir des algorithmes sur nos vies et c'est très bien. Ces algorithmes qui sont fabriqués minutieusement par des chercheurs très intelligents pour nous faire rester toujours plus longtemps sur les plateformes, nous faire donner toujours plus de données personnelles et nous faire réaliser toujours plus d'achats. Et aujourd'hui, vous savez que dans le débat sur TikTok, c'est le fameux algorithme de TikTok qui est capable de nous servir des vidéos toujours plus attractives, qui correspondent toujours plus à nos centres d'intérêt. Ça, le design des algorithmes, c'est sûr que c'est quand même un truc de fou pour nous rendre de plus en plus captifs. C'est une vraie boîte noire en plus. Même au du feu, tu vois. Ouais, il fait sombre, faut le dire. Mais il y a quand même une autre boîte noire qui l'intéresse lui tout particulièrement en tant que psychanalyste, c'est nous. Mais quand on évoque le pouvoir des algorithmes, il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas que les algorithmes qui nous scotchent aux outils numériques, en général aux réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier que l'être humain est une créature dont la préoccupation narcissique n'est jamais satisfaite. On a toujours envie d'être plus valorisé. Et ce qui fait aller sur les réseaux sociaux, c'est pas la recherche de l'information, c'est l'idée que ma petite expérience personnelle ou ma petite création va intéresser les autres. C'est le fait de me rattacher à un groupe qui va me réconforter. Voilà, et donc plus évidemment on manque de gratification dans la vie concrète quotidienne, et plus on va être tenté d'aller chercher sur les réseaux sociaux, avec le risque d'un véritable cercle vicieux. Plus on cherche de gratification sur les réseaux sociaux, moins on cherche dans son environnement concret, physique, et moins on cherche dans son environnement concret, physique, moins on trouve, évidemment, et plus on va chercher sur les réseaux sociaux. Au moins maintenant on sait pourquoi tu es connecté en permanence. Le côté narcissique. mais au fait, peut-être pour éviter tout ce point-là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de redevenir propriétaire de notre mine au final, que ce soit nous qui puissions le creuser. Les exploitants. Et les exploitants. Et que ça soit, et qu'on puisse en tirer mais c'est un peu comme ce que nous disait aussi Dominique Pont. Vous savez, celui qui a été mandaté par le gouvernement pour s'occuper de nos données de santé. Mon espace santé. Voilà, mon espace passeport santé. Et donc, pour moi, tu vois, dans ton carnet de santé numérique, donc dans ton passeport, si tu préfères l'appeler passeport comme tu veux, c'est toi-même qui cliqueras pour dire oui, j'accepte de façon anonyme de donner ma donnée de santé parce que je veux participer comme je donnerais de mon sang, par exemple, parce que je pense que c'est une œuvre qui est importante pour moi de participer à la recherche. Mais le point clé, c'est de ne pas capturer les données des gens sans leur consentement. Donc, si on arrive à faire ça, à ce moment-là, tu cliquerais, tu vois, je donne mon consentement, tu as un appel pour une étude de recherche parce qu'on a besoin de diabétiques de type 2 qui ont eu de l'insuffisance cardiaque dans les 5 dernières années, qui prennent tel traitement.
on référence les gens. Est-ce que tu acceptes de donner ou pas tes données de santé? Et il faut redonner le pouvoir aux gens. Moi, je crois que c'est ça qui est clé. C'était tellement fort cet épisode avec Dominique. Moi, je m'étais pris une claque en rencontrant ce gars. C'était ouf. Ouais. Mais vraiment dingue. En fait, il a raison parce que Dominique, lui, c'est le combat de sa vie, il nous disait, finalement, qui est derrière. Que les gens reprennent le pouvoir, reprennent le donné, de remettre l'humain au centre de tout et notamment du numérique. Et en plus, il y avait quelqu'un d'autre qui nous avait alerté d'ailleurs sur jusqu'où ça pourrait aller si on se laisse faire avec ça. C'était Serge Tisseron encore dit. Donc j'ai du mal à dire aujourd'hui. Tu verras te rosé avec lui. Oui, il faut que j'arrête de me concentrer sur les flammes. Ouais. C'était donc Serge Tisseron qui nous disait mais il y aurait peut-être même un risque à force de laisser des données soit notre imaginaire qui puisse être capturé finalement par les big tech. On parlait tout à l'heure du pouvoir des algorithmes de nous influencer. Il faut savoir que la création des avatars va devenir pour les plateformes, un nouveau moyen de recueillir des informations sur nous, non pas des informations sur nos déplacements physiques avec la géolocalisation, sur les lieux où on passe nos vacances, sur les objets qu'on achète, mais recueillir des informations par avatar interposé sur notre imaginaire. Si je choisis d'avoir comme avatar un cow-boy avec 2 revolvers et un 3e caché dans le dos, ça dit quelque chose de moi. C'est fou parce que finalement, cette data qui est capable, si elle est bien récoltée, bien raffinée, d'aller jusqu'à définir nos imaginaires, c'est assez flippant. Et on sait depuis longtemps que tout le digital a un impact sur le cognitif, y compris la mémoire. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, et ça franchement, ça m'avait marqué avec Dominique aussi, cette idée de pouvoir privatiser la mémoire, mais que nous, on privatise notre propre mémoire. Moi, j'ai pas envie que le souvenir de ma mémoire, ce soit des entreprises qui en est le legs, tu vois. En 2065, il y aura plus de morts que de vivants sur Facebook. En gros, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on laisse des traces non contrôlées, dont on ne sait pas, on n'en est pas conscient. Et in fine, ça sera ça l'histoire humaine, ça sera ça notre histoire dans le futur. Donc, moi, je me repose la question de l'humanisme, en fait. Je me dis, si on est humaniste, une vie humaine, quelle qu'elle soit, c'est tellement magnifique que la mémoire d'une vie humaine, ça devrait être inscrit au patrimoine de l'humanité. Donc, si on raisonne comme ça, en se disant quelle qu'elle soit une vie humaine, et donc la mémoire d'une vie en tant que manifestation tangible d'une vie, ça doit être inscrit au patrimoine de l'humanité, donc un bien commun ultra précieux. Qu'est-ce qu'on a comme outil aujourd'hui? En fait, le numérique, ça peut être un outil, mais un outil à nouveau à dimension éthique, c'est-à-dire où on laisse la place aux gens de décider de ce qu'ils veulent laisser et de ce qu'ils veulent qu'il soit oublié. Qu'est-ce qui faisait du bien avec son côté très humaniste. Moi, je trouve qu'il avait en plus une vision sur l'éthique à mettre autour des données. Alors, il appliquait l'éthique de santé à l'éthique, on va dire, en règle générale, qu'on pourrait appliquer sur la donnée. Je trouve que c'était vraiment, vraiment beau. C'est un bon point de départ. Donc, la technologie, notamment le numérique, doit être humaniste. Le premier élément, en fait, c'est de définir, ça serait quoi l'éthique, en fait, du numérique dans la santé. Et quand tu prends le concept d'éthique, t'as une définition internationale avec 4 piliers. T'as la bienfaisance, essayer de faire le bien. T'as la non-malfaisance, que t'as dit en introduction, le fameux primum non nocere. T'essayes de pas trop faire de mal avec des effets secondaires. T'as l'autonomie et la justice. C'est les 4 piliers. Une autre condition de l'éthique by design dans le numérique, pour moi, c'est que le numérique soit jamais la solution exclusive. C'est qu'il y ait toujours un plan B non numérique. Tiens, regarde, ça me fait penser à un autre truc, Thibaut. Tiens, prends l'album photo, là, s'il te plaît. Tu peux me le passer? Ouais, voilà, super. Regarde, c'est celui de mon enfance, le rouge. Oh là, regarde, tu regardes. Il sort les doses, là. Non, mais regarde, il y a quoi? T'as 15-20 photos de mes 8 ans. Max, regarde. Alors qu'aujourd'hui, mes enfants, j'ai genre 150 à 200 photos de chacune de leurs années. À 10 ans, il y a des milliers de photos de tes enfants. Ensuite, ils les font par eux-mêmes et ça explose encore. Je me suis toujours demandé comment ça a influé sur notre identité. Tu vois, comment ça influe sur notre vision de nous-mêmes, comment ça influe sur notre psyché, sur toutes ces personnes-là. Et là, vous vous rappelez, j'ai quand même pu poser la question à Serge. Alors, je crois que le changement principal, c'est que on n'existe plus seulement dans notre présence physique, autour de centres d'intérêt qu'on partage avec des proches, mais on a la possibilité de prolonger notre identité sociale, nos rencontres, et puis notre identité qu'on appelle identité subjective, c'est-à-dire le sentiment de notre continuité à travers l'espace, à travers le temps. On a la possibilité d'élargir tout ça au monde numérique.
avec des conséquences d'ailleurs qu'on ne voit pas encore très bien. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura de grands changements sur l'identité, et le fait, comme tu dis, qu'il y a de plus en plus de photographies qui nous représentent, mais ça veut dire aussi que plus il y a des photographies qui nous représentent, moins il y a des photographies qui sont censées être dépositaires de notre identité. Puisque quand les gens avaient une photographie ou deux dans leur vie, leur première communion, leur mariage, et bien ils la mettaient sur leur table de nuit, tous les matins ils la regardaient, et tous les matins ils se reconnaissaient. Et cette image, c'était vraiment bon, ils vieillissaient, mais cette image, c'était eux. À partir du moment où on a des milliers d'images de soi, plus aucune ne peut être perçue comme dépositaire de notre identité. Et du coup, notre identité se décolle de ses apparences et est beaucoup plus investie au niveau de la continuité personnelle, arriver à se percevoir toujours le même à travers des tas d'expériences qui concernent le monde concret, physique ou les mondes numériques. Non mais ça c'est carrément génial parce que en fait quand tu entends ça avec cet exemple de la photo, tu te dis mais c'est fou, notre identité se décolle quelque part, elle se dilue avec ces outils digitaux. Mais pourquoi tout le monde n'en prend pas conscience, ou pourquoi tout le monde n'a pas accès à ça? Je sais que c'est ce qu'on essaie de faire ensemble les gars, mais franchement il faut vulgariser, il faut populariser. Il faut que tout le monde nous écoute, ça, ça le truc. Non mais c'est vrai, mais au-delà de ça, c'est quand même un truc à diffuser auprès de toutes les tatis du monde. Ma tati dans l'Ariège, elle est pas geek, mais elle est pas con. Et elle est capable de comprendre, si on lui donne les clés pour comprendre, elle est capable de se décider. C'est vrai que l'histoire de la tati de Dominique était absolument géniale. Mais d'ailleurs, en parlant d'humanité, moi j'ai écouté Julia de Finesse sur Europe 1. Bon, ok, cette interview n'était pas spécifiquement numérique, donc on peut s'éloigner un petit peu, mais quelque part, il y avait une certaine consonance qui me parlait. L'identité, c'est rechercher l'identique, le même, la permanence, un invariant. Donc évidemment, c'est rechercher ce qui est fixe par-delà la temporalité et l'évolution créatrice de la vie. Pourquoi elle nous égare? Parce que, à titre individuel, rechercher une identité, c'est parfois rentrer dans un rôle, dans une posture qui peut nous dissimuler à nous-mêmes, qui peut nous pousser à jouer, à être, à vivre à la surface de soi-même et à nous éloigner de nous-mêmes. Vivre à la surface de soi-même. J'adore la formule. Là, on est en plein dans les réseaux sociaux quand on vit à la surface de soi-même. Ouais, c'est vrai. Alors, ce qui est marrant dans ton extrait, finalement, c'est qu'elle parle de rechercher une identité. Et nous, avec Dominique tout à l'heure, c'était presque préserver son identité. Ce serait vraiment intéressant qu'on l'invite au micro Trenchtech pour parler. Moi, je pense qu'il faut vraiment l'inviter. Il y a un vrai sujet à creuser avec elle. Bon, écoutez, on a quand même. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on y aille. On va profiter du feu encore un petit peu, les gars, quand même. Qui prend le premier tour de carte? Allez, au revoir.